10 avril 1943. Quand Point Naval Air Station de Rhode Island a reçu un télégramme urgent du siège de la flotte du Pacifique. Les mots ont sauté du journal, les Japonais ont intensifié leurs attaques nocturnes. À Guadalcanal, les troupes américaines ont été épuisées, par l'effondrement, les victimes de nuits sans sommeil. La commande était claire, pour créer, avec une urgence absolue, une unité spécialisée dans le combat nocturne. C'était la naissance du VFN 75, la première équipe de nuit des coureurs de la marine 18 des États-Unis, 6 officiers sur terre et 30 carrés. Mais il y avait un problème sérieux, seulement 5 pilotes avaient une expérience de vol d'instruments, 3 avaient piloté des corsaires et le reste avait à peine laissé des entraîneurs SNJ, des avions de base. Ce qui a commencé comme une réponse désespérée à une tactique ennemie deviendrait la plus grande révolution de l'aviation navale de l'histoire. En moins de 2 ans, les combattants de nuit américains domineraient le ciel de telle manière que les pilotes japonais préfèrent faire face à la mort ce jour-là pour défier les chasseurs invisibles qui gouvernaient l'obscurité. La guerre du Pacifique a révélé une défaillance critique dans l'aviation navale américaine. Depuis août 1942, les Japonais ont perfectionné une stratégie simple mais dévastatrice, les avions solitaires, souvent obsolètes hydroavions, ont survolé des positions américaines la nuit. Les pilotes ont délibérément déréglementé les moteurs, produisant des acouphènes caractéristiques qui ont valu aux envahisseurs le surnom de la machine à laver Charlie parmi les marines épuisées de Guadalcanal. Parfois, ils ont lancé des bombes, parfois juste des drapeaux. Mais le pire a été quand ils ont simplement entouré la zone pendant des heures, avec le bruit constant des moteurs, empêchant des milliers de soldats de dormir. La marine impériale japonaise savait qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec la production industrielle américaine ou la supériorité des combattants de jour. Puis il a transformé la nuit en son arme. Depuis le recrutement, les aviars japonais avaient été des tests de vision nocturne rigoureux. Les meilleurs ont été désignés pour des unités spéciales, sur des avions obsolètes, qui seraient des cibles faciles pendant la journée, mais sont devenus des armes psychologiques dans l'obscurité. Face à cette menace, les forces américaines étaient sans défense. Les combattants de nuit PE-70 de l'armée sont venus à Guadalcanal en février 1943, mais étaient inefficaces, un plafond opérationnel faible, des radars primitifs, des résultats pifiques. La solution résulterait d'un partenariat improbable entre les officiers de la marine et les scientifiques civils au Radiation Laboratory du Massachusetts Institute of Technology. Le projet AFIR, qui a commencé en avril 1942 sous le commandement de W.G. Taylor, a travaillé pour adapter la technologie radar britannique à l'aviation navale. Le Big Leap est venu avec le développement de radars à APS-4 et, en particulier, des chefs d'œuvre à APS-6 miniaturisation qui concentraient suffisamment la puissance des radars du navire dans des capsules compactes pour être installés dans des monomores. La APS-6 était une merveille technologique, elle opérait dans une longueur d'onde de 3,2 cm, détectait cible la taille d'une chasse à près de 7 km et les a suivis avec une précision de moins de 50 mètres. Ils avaient 2 modes, recherche, qui affichait les cibles comme points sur un écran à 5 cm indiquant la distance et la direction, et le but, qui a fourni des instructions exactes pour l'attaque. Cependant, la technologie à elle seule n'était pas suffisante. Les combats dans l'obscurité absolue ont nécessité de réinventer les tactiques de combat aérien, développées au fil des décennies pour les batailles diurnes. L'avion choisi pour les premières modifications a été le F-4U Corsair redouté. 34 unités du modèle F-4UE2 ont été adaptées sur le terrain, la Philadelphia Naval Aircraft Factory et la San Diego Naval Air Station, avec le radar installé dans un carénage aérodynamique dans l'aile droite. La cabine était complètement reformulée, éclairage rouge pour préserver la vision nocturne. Instruments de vol aveugle supplémentaires et écran radar positionné afin que le pilote puisse le surveiller sans perdre le contrôle de l'avion. Grumman F6FL4 deviendrait plus tard le principal combattant de nuit, avec les variantes F6F3N et F6F5N dominant les opérations dans le porte-avions. La formation au combat nocturne a conduit les pilotes à la limite humaine. À l'unité d'entraînement de chasse de nuit nouvellement créée à Charlestown, Rhode Island, les instructeurs ont reproduit les opérations en constructeurs d'obstacles complets. Des pistes mal éclairées ont simulé le pont et les câbles de rétention couple-béton. Du lever du soleil, toute la base a fonctionné sur blackout. Les pilotes ont appris à compter aveuglément sur les instruments lorsque chaque instinct était dangereux, pour interpréter les échos du radar alors qu'ils effectuaient des manœuvres d'interception complexes et atterrissant sur le porte-avions guidé et fictif que des signes presque imperceptibles. Plus de 60% ont abandonné. Ceux qui ont résisté ont émergé comme une nouvelle race d'aviateurs navals, capables d'opérer dans des conditions qui ont subi des pilotes considérés comme un suicide. Tony John Phillips,
un ingénieur formé qui a échangé les laboratoires de Bell contre l'aviation navale, a clairement indiqué aux recrues « Oubliez tout ce qu'ils savent sur les combats de chiens. La nuit, il n'y a aucune seconde chance. Ceux qui voient d'abord le tournage. Qui hésite, meurt. » Le 31 octobre 1943, le Tony Hawk Day. O'Neill Jr. est entré dans l'histoire. Enlevé, sur l'île de Nova Georgia, il a intercepté un Mitsubishi G4 MBT Bombardiro à 20 km au sud-est des îles Shortland. C'était la première victoire du VFN-75, prouvant que les combattants équipés de radars pouvaient s'engager et détruire des avions ennemis dans l'obscurité. L'impact psychologique a été immédiat. Les pilotes japonais, qui opéraient impunis depuis plus d'un an, se sont soudainement vus devant un ennemi invisible. Les forces américaines, autrefois torturées par des nuits de harcèlement sans fin, ont finalement eu une défense efficace. L'expansion des capacités de combat nocturne a été rapide. Le VFN-76 a été activé le 1er février 1944, suivi par VFN-77, VFN-78 et d'autres unités, totalisant 14 escouades. Chaque innovation tactique développée a partagé dans des rapports de mission détaillés. Ce qui était autrefois désespéré, l'improvisation est devenue une science précise. Le commandant Richard E. Meyer, avant le VFN-101, a démontré cette évolution lors de la campagne des îles Marshall. Dans la nuit du 29 janvier 1944, son équipe a décollé de l'USS Enterprise en F4UE2 Corsair lors de la première mission nocturne basée sur la porte nocturne. À côté de trucs, Meyer a intercepté une bêtise en utilisant des tactiques impossibles sans radar. Au lieu de chasser la cible, il s'est élevé au-dessus, en utilisant l'avantage de l'altitude pour contrôler l'engagement. Lorsqu'il a plongé pour attaquer, l'équipage japonais ne soupçonnait même pas la présence du combattant. Un seul passage de tir était suffisant, le bombardier a explosé, victime d'une combinaison de technologie et de stratégie que les Japonais ne pouvaient pas égaler ou embaucher. Les défis techniques des opérations nocturnes du porte-nuit étaient colossaux. Briner dans un pont qui se balance dans la mer sombre, avec une visibilité presque nulle, a nécessité une précision surhumaine. Mais les pilotes VFN-75 et les unités suivantes ont prouvé que c'était possible. Ils ont non seulement dominé la nuit, ils l'ont fait la vôtre. Et ce faisant, ils ont changé à jamais le cours de la guerre dans le Pacifique. La prise sur un pont en plein jour était déjà un test de compétence extrême. Pour se faire dans l'obscurité, guidé uniquement par des lumières faibles et par les signes d'un officier avec des pagaies, poussa les pilotes au-delà des limites humaines. Les taux d'accidents initiaux ont dépassé 30%. Les barrières de sécurité n'ont pas contenu d'avions qui ont perdu leur câble de rétention. Les avions détruits ont transformé les criques en flammes et en métal torsadé. Mais le besoin a forgé l'innovation. En semaines, les procédures ont été perfectionnées. Pilotes. Ils ont développé des protocoles de communication chirurgicale, annonçant l'altitude et la distance pour maintenir l'espacement sans référence visuelle. Des limites minimales de carburant ont été établies, tout avion avec moins de 200 livres de kérosène devrait atterrir à la mer à côté des destroyers, plutôt que de risquer une catastrophe sur le pont. Les tentatives japonaises de neutraliser les combattants nocturnes américaines ont révélé le golfe technologique qui les séparait. Les rapports de renseignement interceptés par l'unité radio de la flotte du Pacifique ont enregistré des réunions d'urgence où les anciens combattants japonais de l'aviation navale ont débattu des solutions désespérées. Certains ont préconisé l'abandon total des opérations nocturnes. D'autres ont proposé des récepteurs d'alerte radar primitives, dans l'espoir de nous détecter des combattants. Mais l'industrie électronique japonaise, déjà asphyxiée par la guerre, n'a pas pu rivaliser. Alors que Westinghouse a produit plus de 2000 systèmes radars, le Japon pouvait à peine fabriquer 50 unités aériennes tout au long du conflit, la plupart d'entre elles sont si peu fiables qu'elles étaient inutiles au combat. Le tour définitif est venu avec le F6F-3 NL4 au début de 1944. Plus stable que la maniabilité de Corsair et de Conversi supérieure, L4 s'est avéré être la plateforme idéale pour la guerre nocturne. Les escouades ont développé des tactiques révolutionnaires, explorant le radar comme une arme mortelle. Les combattants étaient positionnés à des points stratégiques, créant des barricades invisibles qu'aucun ennemi ne pouvait traverser sans être détecté. Les équipes Hunter Major ont utilisé un avion pour suivre la cible tandis qu'un autre a gardé le contact visuel. Les contrôleurs aériens ont appris à vecteur plusieurs interceptions en même temps, empilant des combattants à différentes altitudes de former un réseau défensif impénétrable. Mais c'est le commandant Turner F. Caldwell qui a fait l'évolution de son sommet. Visionnaire obstantiel, il a soutenu que le mélange de combattants de jour et de nuit dans le même porte-avions sabotait l'efficacité des deux. Votre solution ?
Radical, un porte-avions dédié exclusivement aux opérations nocturnes. Le 15 août 1944, son rêve s'est réalisé avec l'embarquement du groupe Air Knight 41 à bord de l'USS Independence, le premier porte-avions nocturne de l'histoire. La transformation était totale. L'Independence a reçu des systèmes radars supplémentaires, offrant une conscience situationnelle sans précédent. Les lumières du pont ont été reconfigurées pour une visibilité minimale. Les temps de maintenance ont été inversés, opération la nuit, réparation de jour. Le groupe aérien était une machine de guerre nocturne, 14 L4 F6 F5N de VFN 41 et 12 TBM Avengers équipés du radar VTN 41. Chaque détail, de l'entraînement de l'équipage aux heures de repas, a été optimisé pour l'obscurité. Le 12 septembre 1944, Knight Air Group 41 a lancé sa première incursion offensive aux Philippines. La mission était audacieuse, pour atteindre le territoire ennemi du crépuscule, patrouiller les aérodromes et massacrer tout avion qui a tenté de décoller. Le lieutenant William E. Henry a dirigé le scan, maintenant la formation cohésive à travers le radar tout en naviguant par estimation. À 21h45, sa portée a révélé plusieurs contacts de Clarkfield. Les Japonais, n'attendant que des missions de harcèlement de routine, ont volé en normes prévisibles. L'attaque coordonnée d'Henry a détruit 6 avions en 3 minutes. Les pilotes ennemis survivants ont paniqué. Certains sont entrés en collision dans l'obscurité. D'autres ont spatifié en essayant des atterrissages d'urgence sans feu de piste. En fin de compte, le groupe Nocturne 41 s'est plaint 14 victoires aériennes et 20 destructions du sol, sans perdre un seul avion. La bataille du golfe de Leyte en octobre 1944 a prouvé l'impact stratégique des combattants de nuit. Alors que la flotte japonaise a essayé son dernier coup décisif, les coureurs américains ont gardé des patrouilles incessantes, aveuglant la reconquête ennemie. Le lieutenant Edward Chastain de VFN 41 a intercepté 3 avions de reconnaissance à la recherche de Tash Fork. Et 38 le 24 octobre. Sans rapport de position précise, les navires japonais ont trébuché dans un engagement non coordonné, scellant leur défaite catastrophique. Les combattants de nuit n'étaient plus un besoin défensif, il était devenu le marteau qui écrasait la capacité offensive de l'ennemi. La sophistication technologique ne s'est pas arrêtée. Le radar ANAP-6 a dans les cibles a détecté des cibles de F6 F5N à 10 km et a suivi plusieurs contacts simultanément. Les systèmes IDE, IDEF, IFF ont éliminé les photos amicales qui ont hanté les premières opérations. Les radios VHF ont permis une communication cristalline entre les combattants et les contrôleurs à des centaines de kilomètres. Même les détails apparemment plus petits ont fait une différence, des lunettes rouges spéciales ont préservé la vision nocturne des pilotes. La formation reflétait la supériorité industrielle américaine. L'unité d'attaque nocturne de Charlestown a formé 50 pilotes par mois. Les instructeurs étaient des vétérans de combat qui sont revenus du Pacifique pour transmettre leurs connaissances. Les dispositifs d'entraînement synthétique, y compris les simulateurs primitifs, ont permis des pratiques sans gaspillage de carburant précieux. Pendant ce temps, le programme de formation japonais s'est effondré, manque de carburant, perte d'instructeurs expérimentés et pilotes novices atteignant des unités avec moins de 100 heures de vol, pas d'entraînement nocturne et des avions obsolètes sans radar. Le lieutenant-commandant James S. Gray, du VFN 78, a incarné la nouvelle génération de tactiques nocturnes. Opérant à partir de l'USS Intrepide, il a développé la formation du JULH, 2 combattants fonctionnant indépendamment, mais à une distance de soutien mutuel. Cette innovation apparemment simple a doublé la zone de couverture tout en réduisant le risque de collision. Le 31 août 1944, Gray a endommagé un bombardier Betty de 145 km à l'est d'Iwo, commençant une campagne qui rapporterait plusieurs victoires pour son équipe, même avec les limites des premiers radars. Derrière les chiffres et les tactiques, cependant, des histoires humaines de courage surhumain. Le lieutenant Robert Blackwell de VFN 9, séparé de l'USS Yorktown lors d'un typhon le 3 février 1945. Avec le radar défaillant et le carburant critique, il a navigué par une estimation à travers des turbulences aussi violentes qu'il l'a jeté sur la canopée à plusieurs reprises. Après 3 heures d'agonie, il a détecté un écho faible sur le radar, c'était son porte-avions. Il a atterri avec moins de 20 litres de carburant dans un avion si endommagé qu'il ne volerait plus jamais. D'un autre côté, les pilotes japonais ont démontré la bravoure dans des conditions de plus en plus désespérées. Le lieutenant Yukio Hanson, dans un Nakajima J1 Gecko obsolète, a fait face à 4 L4 seul le 15 mars 1945. Sans radar, avec des performances plus basses et dépassées en nombre, toujours endommagé un combattant américain avant d'être massacré.
Son sacrifice a permis à un avion de reconnaissance de terminer sa mission. Mais les actes d'héroïsme individuel ne pouvaient pas compenser l'infériorité systémique. La guerre nocturne avait déjà été décidée dans les laboratoires, les usines et dans le ciel, et le Japon perdait dans chacun d'eux. Ces actes n'étaient pas de simples exemples de bravoure individuelle, mais la preuve incontestée que l'esprit guerrier, aussi indomptable, n'était plus suffisant pour surmonter la supériorité technologique écrasante. Lorsque Knight Air Group 90 a repris le groupe aérien 41 après l'entreprise en décembre 1944, ce n'était pas une simple rotation des escouades, c'était la matérialisation d'une évolution incessante. Sous le commandement du lieutenant-commandant William R. Winston, le VFN 90 a exploité les derniers combattants F-6 F-5N, équipés du radar APS-SIA, une version qui a transformé la nuit d'un vide dangereux en champ de bataille contrôlé. Avant même qu'ils ne montent à bord, ces pilotes avaient exécuté plus de 3000 interceptions. Simulées à Barbès Point, à Hawaï, jusqu'à ce que chaque manœuvre devienne instinctive, chaque décision étant une question de secondes gagnées. Mais Winston ne se contentait pas de l'excellence individuelle. Il a révolutionné la doctrine tactique en introduisant le concept de patrouille de barrière, un réseau de chasseurs positionnés en couches superposées, éliminant toute brèche dans l'espace aérien. Il n'y avait plus de route sûre pour les bombardiers japonais, la nuit, qui les protégeait auparavant, les trahissait désormais. Et c'est le 12 janvier 1945, lors des opérations de soutien à l'invasion du golfe de l'Inguayen, que le VFN 90 démontra au monde ce que signifiait dominer la guerre de nuit. Le scénario était un cauchemar japonais, des vagues successives d'avions ennemis tentaient de frapper la flotte d'assaut à la faveur de l'obscurité. Mais les contrôleurs à bord des porte-avions, armés de radars traceurs avancés, ont orchestré une symphonie meurtrière. Ils ont guidé les L4 avec une précision chirurgicale, les positionnant pour des interceptions parfaites avant même que les cibles ne soupçonnent la présence américaine. Le lieutenant John Morris, en une seule plongée calculée, a abattu 3 bombardiers et leurs 6 mitrailleuses convergeant au moment exact où la distance et l'angle maximisaient l'impact. Pendant ce temps, le lieutenant William Levering, volant à moins de 100 pieds au-dessus des vagues, utilisait l'altimètre radar pour gratter la surface de la mer tout en suivant les torpilleurs dans le bruit de fond de l'océan. Le calcul cette nuit-là était impitoyable, 43 victoires confirmées, 0 défaite américaine. Les archives japonaises d'après-guerre révéleraient l'ampleur du massacre. Sur les 197 avions lancés, seuls 34 sont revenus opérationnels. Le lieutenant-commandant Susumu Kimura, l'un des rares survivants, décrirait l'horreur dans des termes qui faisaient écho à un aveu de défaite totale. Nous ne pouvions pas voir les combattants américains, mais ils nous voyaient avec une clarté surnaturelle. L'obscurité que nous dominions est devenue notre tombeau. Il ne s'agissait plus de savoir-faire, mais d'une asymétrie technologique si profonde qu'elle confinait au surnaturel. Et les chiffres ne mentaient pas. Entre mars 1944 et août 1945, les usines américaines ont produit plus de 26 000 radars ASB et 2000 unités en APS-6. Le Japon, en revanche, a à peine réussi à fabriquer 50 radars aéronautiques primitifs, la plupart tombant en panne après seulement quelques heures d'utilisation. Tandis que les porte-avions américains recevaient des améliorations continuelles des radars plus puissants, des radios plus claires, des instruments plus précis, les Japonais cannibalisaient les épaves de leurs propres avions pour les maintenir en l'air, un cercle vicieux qui les entraînait vers l'effondrement. L'impact stratégique est allé au-delà des chiffres. L'incapacité des Japonais à effectuer des reconnaissances nocturnes signifiait que les mouvements de la flotte américaine restaient cachés jusqu'au moment de l'attaque. Cet élément de surprise a été décisif dans des batailles telles que la mer des Philippines, où les chasseurs de nuit ont empêché les éclaireurs japonais de localiser la Task Force 58 jusqu'à ce que le Great Mariana Turkish Shoot soit en cours. À Okinawa, des patrouilles nocturnes continues ont rendu les bases aériennes ennemies inutilisables la nuit tombée, limitant leurs opérations aux heures de clarté, où elles ont fait face à une supériorité américaine écrasante. Mais la révolution nocturne n'était pas seulement l'œuvre des pilotes. Dans les entrailles sombres des hangars, les mécaniciens travaillaient à la lumière des lampes de poche rouge, réparant au toucher des radars complexes, remplaçant les pièces les yeux bandés par l'obscurité imposée. Les techniciens radars, une spécialité créée de toutes pièces pour cette guerre, ont résolu les défauts des équipements classifiés sans schéma complet, guidés uniquement par un manuel de terrain et leur intuition. Le chef de l'électricité aéronautique Harold Patterson du VFN 41 incarnait cet esprit, 36 heures de travail ininterrompu pour réparer les dégâts du combat, dormant à côté de son avion entre les décollages, comme si le S. Ono était un luxe réservé au temps de paix. Même le temps est devenu un allié inattendu. La doctrine japonaise dépendait de conditions visuelles claires pour la navigation nocturne. Les Américains, cependant,
opéraient dans des nuages, de la pluie et du brouillard, des conditions qui paralysaient des pilotes ennemis, mais leurs radars ont pénétré sans difficulté. Plusieurs offensives japonaises ont été avortées non pas par le combat, mais par des tempêtes que les L4 ont ignorées, tandis que les Zero et Betty sont restés coincés dans le sol. Cette capacité de tous les temps a non seulement élargi le temps d'opération, mais a imposé une pression psychologique constante, il n'y avait pas de refuge, pas même en météorologie. L'avantage résidait également dans les communications. Le système TBS entre les navires, TBS, a permis aux directeurs de chasse de coordonner plusieurs interceptions simultanées, tandis que les liens de date transmisent les informations radar entre les navires, créant un réseau de conscience tactique partagé. Les procédures vocales standardisées à travers la flotte ont éliminé la confusion, transformant le chaos nocturne en une opération synchronisée. Le spectre électromagnétique était devenu un autre champ de bataille, et en elle, la supériorité américaine de l'électronique était aussi écrasante que celle de ses canons. Chaque escouade, cependant, a ajouté sa propre touche de génie. Le VFN-9, opérant à partir de l'USS Hornet, pionnant les missions intrus-combattantes infiltrant l'espace aérien japonais pour attaquer les avions pendant les décollages et les atterrissages. Ces opérations ont nécessité une navigation presque surhumaine, des centaines de kilomètres au-dessus de l'océan sombre, chronométrée pour atteindre les aérodromes ennemis au moment exact où les bombardiers japonais étaient plus vulnérables. Le 14 avril 1945, le lieutenant Robert Holden a démontré la létalité de cette tactique en détruisant 3 avions sur le Kenoya Kampo, revenant indemne malgré un mur de tir anti-aérien. Pour les Japonais, c'était comme être attaqué par des fantômes. Les témoignages d'après-guerre brossent un tableau de désespoir croissant. L'amiral Soemu Toyoda admettrait, les combattants de nuit américains ont détruit notre capacité à opérer l'offensive après le crépuscule. Nous n'avons pas pu attaquer leurs navires ni défendre nos fondations. Le sanctuaire de l'obscurité est devenu notre tombe. Les cavaliers vétérans ont prétendu la maladie à éviter les missions nocturnes, sachant que les L4 équipés de radars signifiaient une mort certaine. Même les escouades de torpilles se sont rendues à la nuit américaine, le VTN-90, volant avec des Avengers équipés d'un radar, a effectué des attaques nocturnes avec des torpilles, une mine et même un massacre d'air. Le lieutenant Charles Henderson a crédité 4 victoires, dont un Kawanishi H8K Hydroaviao, prouvant que la domination nocturne ne se limitait pas aux combattants spécialisés. La technologie, cependant, a continué à évoluer. Ils étaient déjà dans les cartes de tiroirs variantes telles que le F6 FCN, avec des moteurs plus puissants et le radar APS-12, capable de suivre les cibles à 16 km, et le F4UE5N Corsair, dont les performances dépasseraient tous les avions japonais. Les jets de nuit étaient la prochaine étape. Les bombes atomiques qui ont fermé la guerre ont également interrompu ces programmes, mais le fondement de l'aviation moderne de nuit a déjà été libéré, et il avait été construit avec du sang, de l'ingéniosité et de la supériorité industrielle inégalée. Même les accidents de formation sont devenus de précieuses leçons. La collision de 2 L4 sur USS Randolph le 18 janvier 1945 a conduit à la séparation obligatoire des altitudes dans les formations nocturnes. La perte de toute la division du lieutenant-commandant Robert Campbell le 3 décembre 1944, en raison de conditions météorologiques extrêmes, a entraîné de nouvelles limites opérationnelles pour les vols de groupe. Chaque tragédie a été rejetée, chaque erreur transformée en protocole, car dans la guerre nocturne, le prix de l'ignorance a été payé en vie. Et, étonnamment, les chiffres ont prouvé que, malgré les coûts les plus élevés de formation et la complexité de l'équipement, les combattants de nuit ont atteint TA. Les abattoirs supérieurs aux équipes de jour, une proportion impressionnante de 18-1, un retour sur investissement que même les stratèges les plus optimistes n'auraient pas pu prédire. La nuit, qui avait autrefois été le refuge des faibles, était devenue la maîtrise des forts. Et les forts, cette fois, n'étaient pas ceux qui ont le plus grand courage, étaient ceux qui ont la meilleure technologie, la meilleure logistique et la meilleure doctrine. La guerre nocturne n'a pas été surmontée dans les cieux. Il a été gagné dans les laboratoires Bell Lab, les lignes de production de General Electric, les simulateurs radars de Pearl Harbor et l'esprit des hommes qui osent transformer l'obscurité en arme à feu. Lorsque le dernier L4 a atterri sur le pont d'un porte-avions en août 1945, ce n'était pas seulement la fin d'une campagne. C'était la naissance d'une nouvelle ère errante dans laquelle la nuit n'appartenait plus à des fantômes, mais à ceux qui savaient comment les chasser. Une révolution silencieuse dans le ciel. Alors que les Japonais faisaient confiance à des décennies de formation nocturne traditionnelle, les Américains ont prouvé que la guerre moderne n'a pas accordé l'expérience accumulée, mais la capacité de réinventer le combat en temps réel. Ce qui a commencé comme un programme marginalisé sceptique est devenu l'épine dorsale de la supériorité aérienne du Pacifique et non par la force brute,
mais par la précision chirurgicale des hommes qui ont transformé la science en art et obscurité en un domaine de chasse implacable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 18 victoires pour chaque défaite. Une proportion qui n'était pas seulement des statistiques, mais un verdict. Alors que les pilotes japonais, une fois Guadalcanal Nightlord, ont maintenant refusé de décoller après le coucher du soleil, les Américains ont chassé, comprimant l'ennemi dans un espace de plus petit, une journée sans trêve, une nuit sans échappement. L'enquête stratégique des bombardements des États-Unis serait catégorique, ce ne sont pas seulement les pompes ou le porte-avions qui ont brisé la résistance à l'ère japonaise. C'était le déni systématique du dernier refuge de l'ennemi. La nuit, qui abritait autrefois la machine à laver Charlie et les bombardiers furtifs, est devenue un territoire hostile, un piège électromagnétique où chaque impulsion radar était une condamnation à mort. Et le prix de cette domination ? Payé en sang et en audace. Voler seul dans l'obscurité, avec des instruments comme guides uniques et l'océan que le seul témoin, nécessitait une sorte de courage qui n'était pas dans les manuels. Les pilotes Night Air Group 41 incarnaient cet esprit, 1743 missions, près de 5000 heures de combat et un taux de perte de 27%, considérés comme acceptables simplement parce que l'alternative était la défaite. Des hommes comme le lieutenant William Henry, abattu 2 fois, 18 heures pour dériver sur des ferries sauvés, revenant à chasser 7 fois de plus. Ou le commandant Caldwell, dont l'unité a écrit avec le feu dans le ciel ce que l'histoire enregistrerait comme l'effondrement final de l'aviation japonaise nocturne. Mais l'héritage de ces chasseurs de nuit a transcendé les listes de victoires. Chaque innovation forgée dans la chaleur de la guerre, radar miniaturisé, éclairage rouge pour préserver la vision nocturne, les techniques de navigation de précision, rendraient le monde plus sûr après. L'aviation civile hériterait de leurs leçons, les contrôleurs de la circulation aérienne adopteraient leurs protocoles et même la médecine appliquerait leurs principes de visibilité dans des environnements critiques. Non seulement ils ont remporté une campagne, redéfini ce qui était possible. Et puis, à l'aube, le 29 juillet 1945, le lieutenant Robert Holden a fermé le cycle. Son Hellcat, guidé par un faisceau radar implacable, a chassé un Yokosuka P1I pendant 7 minutes de manœuvre désespérée, le type d'évasion qui, à la lumière du jour, aurait pu sauver l'ennemi. Mais la nuit n'appartenait plus aux Japonais. Les armes de Holden ont parlé enfin et les Français ont coulé, emportant avec eux les dernières traces d'une époque. Lorsque le soleil est né au-dessus du Pacifique ce jour-là, ce n'était pas juste un autre matin. C'était l'aube d'un nouveau paradigme, la guerre ne serait plus verrouillée uniquement par PIL. Auto, mais par les systèmes. Pas seulement l'instinct, mais par l'ingénierie. Non seulement contre les hommes, mais contre l'obscurité elle-même. Et les hommes qui ont osé faire face ? Ils écrivaient déjà l'avenir. La victoire n'a pas été vaincue par hasard, mais forgée dans la discipline implacable des hommes qui ont refusé d'accepter la nuit comme une domination ennemie. Chaque pilote sous le commandement de Gron a été soumis à un régime de formation si rigoureux qu'il a transformé l'instinct en précision scientifique. 50 interceptions simulées, après un duel contre les limitations humaines elles-mêmes, le prix d'entrée du combat réel. Ce n'était pas seulement une formation, c'était une transmutation. Et les résultats se sont prononcés pour eux-mêmes, 23 victoires sans une seule perte opérationnelle. Un dossier qui n'a pas été expliqué par la chance, mais par l'obsession d'éliminer toute marge pour l'erreur. Cette philosophie de la perfection absolue n'était pas confinée à une équipe, elle est devenue l'évangile des opérations nocturnes, une croyance qui séparait les chasseurs de la proie. Mais la supériorité n'est pas seulement née dans le ciel. Il a été alimenté par les engrenages d'une machine industrielle que le Japon ne pourrait jamais égaler. Alors que l'Empire du Soleil Levant a eu du mal à faire fonctionner ses lignes de production avec la ferraille et le désespoir, les États-Unis ont reconfiguré des usines entières sans perdre un seul combattant de jour. Les SNJ modifiés, avec des stands sombres et des radars d'entraînement, n'étaient pas seulement des avions, des salles de classe volantes, où les cavaliers ont appris à compter sur les instruments plutôt qu'à leurs propres yeux. Même la peinture luminescente apparemment triviale était un coup stratégique, tandis que les Japonais grimaient dans l'obscurité, les Américains lisent leurs instruments comme s'il s'agissait du jour. C'est la différence entre une force qui a improvisé et une autre qui a dominé. Et puis est venue l'humeur, l'allié invisible qui a transformé la nature en arme. Dans les moussons des Philippines, où les Japonais ont été piégés sur le sol pendant des semaines, les Hellcats équipés d'un radar chassaient sans pitié. Il n'y avait pas de trêve, il n'y avait pas de pause opérationnelle, il y a la pluie torrentielle et, à travers elle, les points lumineux sur les écrans qui ont marqué les cibles condamnées. Alors que l'Empire dépendait du ciel propre pour survivre, les Américains avaient réécrit les règles, maintenant la guerre n'a pas été arrêtée à cause du temps. Elle s'est intensifiée.
Le porte-avions, une fois en otage dans les conditions météorologiques, est devenu des plateformes de pression incessantes, écrasant le moral japonais sous le poids d'une campagne qui ne connaissait aucune limite. Mais le vrai virage n'était pas défensif, c'était la décision de prendre la guerre dans leur obscurité. Le 25 juillet 1945, la gratitude de l'opération n'était pas une mission, c'était une exécution. 32 combattants de nuit sont descendus sur les bases japonaises comme une peste biblique, détruisant 29 avions à 18 au sol, 11 en l'air, un seul coup. Ce n'était pas une attaque, c'était une extirpation. Une nuit, un secteur entier de la défense japonaise a cessé d'exister. Et ce qui a rendu cela possible, ce n'est pas seulement les radars, mais l'audace des pilotes qui, guidés par des écrans verts et des coordonnées froides, ont attaqué des cibles qu'ils n'ont jamais vues, confère que les mathématiques de la guerre étaient maintenant de leur côté. La communication, ce nerf invisible de la bataille, était l'endroit où les Américains ont gagné une autre guerre au cours de la guerre. 4 fréquences radio, construction navale, coordination de la division, urgence et approche de l'atterrissage, ils n'auraient pas de pilote pour être seuls dans l'obscurité. Alors que les Japonais, limités à des canaux uniques et partagés, se sont noyés dans des interférences et des ordres contradictoires, les Américains opéraient en symphonie électronique. Brouillage? Non pertinent. Échec de l'équipement? Il y a eu une redondance. C'était comme si, alors que l'ennemi criait dans le vide, il parlait dans des chuchotements précis, inaudibles à ceux qui n'appartenaient pas à la fraternité des chasseurs de nuit. Et derrière chaque mission réussie, il y avait une révolution silencieuse dans l'époque des porte-avions. Les unités de maintenance spécialisées comme celle de Robert Chen ne se sont pas contentées de réparer les radars, elles les ont réinventés. Une augmentation de 40% de la fiabilité n'était pas un ajustement, c'était un changement de paradigme. Les innovations nées en première ligne, testées sous le feu réel, se sont répandues dans toute la flotte avec une rapidité que seule une nécessité absolue pouvait dicter. Il n'y avait pas de bureaucratie, pas de retard, juste la loi non écrite selon laquelle si cela fonctionnait, c'était devenu la norme hier. Mais la nuit dans le Pacifique n'était pas seulement un champ de bataille, c'était un désert de carburant. Voler à la limite de la portée signifiait calculer chaque goutte d'essence comme s'il s'agissait de sang. Donald Patterson n'a pas seulement maîtrisé cet art, il l'a élevé au rang de science. En ajustant les paramètres de croisière, il a étendu la portée de 20%, permettant aux L4 de pénétrer plus profondément, de chasser plus longtemps et de revenir quand d'autres se seraient écrasés. Ces techniques, partagées dans des newsletters et des formations, étaient plus que des conseils, elles faisaient la différence entre rentrer chez soi ou disparaître dans l'océan. L'effet psychologique? Dévastateur. Pour les Japonais, les chasseurs de nuit américains n'étaient pas des machines, c'étaient des fantômes. Les pilotes ennemis, dans leurs témoignages d'après-guerre, ont décrit une force qui, voyait à travers les nuages, qui, connaissait leurs pensées, qui, surgissait de nulle part comme des démons. Ce n'était pas seulement la peur, c'était un abandon mental. Lorsque la logique échoue, seule la terreur demeure. Et la terreur, comme tout commandant le sait, gagne les batailles avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. La de la marine Marian Carl a été témoin de cette nouvelle race de guerriers et a été à la fois fasciné et dérangé. Ce ne sont pas des pilotes, a-t-il souligné. Ils sont quelque chose de plus. Ils opèrent comme des sous-mariniers, immergés dans un monde où les sens humains sont inutiles. Ils tuent sans voir, ils s'appuient sur les chiffres plutôt que sur l'instinct. C'est l'avenir et c'est effrayant. Effrayant car ce n'était plus une question de compétence, mais de système. Un système qui a transformé la nuit de refuge en piège, davantage en tombeau. Et les chiffres? Ils ont crié. Chaque nuit, des chasseurs empêchaient 50 tonnes de bombes d'atteindre des cibles américaines. Ce n'était pas de l'économie, c'était de l'alchimie. Le coût d'un escadron était remboursé en vies sauvées, en navires intacts, en hommes qui dormaient au lieu de regarder, sachant que les anges gardiens volaient désormais avec des radars. La vraie valeur? Incommensurable. Car comment mesurer l'effet de milliers de marins bien reposés, de commandants qui savaient planifier sans que la fatigue leur prive de lucidité? Comment quantifier l'avantage d'une armée qui, tandis que l'ennemi tremblait dans l'obscurité, opérait comme si la nuit était son propre soleil? Lorsque le VFN 91 survola les îles japonaises le 14 août 1945 sans rencontrer un seul adversaire, ce n'était pas une patrouille. C'était un enterrement. Les combattants ennemis sont restés au sol, non par manque de courage, mais par manque d'espoir. Ce qui avait commencé par le désespoir d'arrêter Washing Machine Charlie s'était terminé par la domination absolue d'un royaume que l'humanité avait toujours craint.
Les ténèbres n'appartenaient plus aux démons, elles appartenaient aux Américains. Ainsi, lorsque l'amiral McCain a déclaré que « Nous sommes entrés dans la guerre incapables de nous défendre contre le harcèlement nocturne le plus primitif et que nous y avons mis fin avec une domination si totale que les pilotes ennemis préféraient se rendre plutôt que de voler après la tombée de la nuit », il n'exagérait pas. Il décrivait la naissance d'une nouvelle ère. Une époque où la guerre ne serait plus menée uniquement avec force et courage, mais avec des fils, des vagues et la froide précision d'hommes qui avaient appris à voir à travers les ténèbres. Car finalement, ce ne sont pas les machines qui ont gagné. Ce sont eux qui ont osé leur faire confiance alors que tous leurs instincts leur criaient de faire autrement. Des hommes comme Crawford, qui a survécu 14 heures dans des eaux infestées de requins après avoir abattu sa cible. Comme Murray, qui a posé aveuglément son L4 naufragé, guidé uniquement par sa mémoire musculaire et sa foi dans les instruments. Comme Pat RSON, qui a atterri la moitié du crochet d'arrêt, arrêtant des centimètres de l'abîme. Chacun était la preuve que même à l'ère des machines, la guerre était encore gagnée par ceux qui disposaient à payer le prix de l'audace. Et lorsque Winston a mené la dernière patrouille de la guerre, entourant la force opérationnelle 38 sous un ciel vide d'ennemis, ce n'était pas la fin d'un conflit dont il a été témoin. Ce fut le début d'un héritage. Moins de 2 ans et demi auparavant, les Américains tremblaient sous le joug d'une nuit qui semblait invincible. Maintenant, ils l'avaient. Complètement. Irréversiblement. L'obscurité n'était plus un mystère. C'était un territoire conquis. Les chiffres, aussi impressionnants qu'ils aient été, ne racontent que la moitié de l'histoire. Oui, 579 victoires contre 32 défaites ont été un exploit sans précédent. Oui, passer de 0 escouade à 14 en seulement 2 ans a été une expansion qui a contesté la logique. Mais la vraie victoire n'était pas dans les graphismes ou dans les rapports de combat. C'était dans l'esprit des hommes et dans l'essence de la guerre. L'Amérique avait prouvé quelque chose de révolutionnaire, que l'innovation technologique, lorsqu'elle est appliquée avec une précision chirurgicale, pourrait écraser tout avantage militaire traditionnel. Peu importe la discipline légendaire des samouraïs, ni le courage de pilotes qui ont contesté la mort dans les Dark Dawn. L'avenir appartenait à la nation qui savait comment fusionner la science et la stratégie en une seule arme implacable. Et là, sur l'écran radar Winston L4, seul le Void a répondu. Le ciel qui avait déjà été le théâtre de la terreur et de l'effusion de sang était maintenant un désert silencieux. Les pilotes japonais, autrefois des messieurs absolus des cieux, avaient été effacés, non seulement au combat, mais dans leur propre essence. Un ennemi qui avait transformé son refuge en piège les avait brisés pour toujours. La révolution a été consommée. La cavalerie d'air n'utilisait plus d'épées, mais des ondes radio. Et avec lui, l'avenir de la guerre dans le ciel avait été réécrit, sous le drapeau d'une nation qui avait non seulement dominé la nuit mais a redéfini le sens même de la victoire.